Bonjour et bienvenue pour cette masterclass organisée par Studio Magazine et la Fnac.com. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette masterclass Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des loups. Bonjour. Et il est accompagné de François Cognard, qui est non seulement l'initiateur du projet, mais aussi un ami de Christophe Gans, puisqu'ils étaient ensemble journalistes dans les années 80 du magazine Starfix. Bonjour. François, est-ce que vous avez suivi la production de près ? C'est-à-dire le montage financier, tout ça. Est-ce que ça a été compliqué ou non, une fois que le studio Canal était... pour un film de cette envergure, c'était assez miraculeusement rapide tout ça. Il y a eu un an d'écriture, un an de développement et de pré-production, un an de tournage et boum. Le film est sorti, 3 ans. Stéphane nous avait envoyé le scénar, enfin le synopsis, en janvier 97, c'est ça, hein, oui. Donc ça a été très très rapide. Hein. Donc non, c'était passionnant. Puis il y avait la bête. Hein. Nous, la bête au scénario, on n'osait pas la décrire. On attendait un réal, on attendait quelqu'un avec une vision, une fois de plus, pour oser proposer une bête. Donc c'était excitant, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Pour nous, c'était formidable parce qu'on avait quelqu'un qui arrivait sur cette histoire avec une très très forte envie de bouleverser les clichés habituels du film en costume, etc. Ce qu'on avait un peu tenté aussi à l'écriture, notamment tout le dialogue 18e de Stéphane, où on devait faire l'équilibre entre un dialogue réaliste et malgré tout un peu moderne aussi. Toutes les scènes de comédie, toutes les scènes de drôle du film, qui rendent très très bien d'ailleurs à l'arrivée. On s'est bien éclaté avec Stéphane là-dessus. On a beaucoup parlé forcément des dépassements à la fois de budget et de temps. Oui. Mais comment vous avez vécu ces dépassements-là, surtout sur la fin? C'est-à-dire c'est quelque chose de lourd où vous disiez simplement je me suis fixé un but et je l'atteindrai Oui, en fait c'était ça, c'est-à-dire que je pense que c'était surtout le problème de mes producteurs avec les financiers du film, c'est-à-dire avec Canal+. C'est-à-dire que moi, je continuais... Moi, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je fasse le film. Que vous vouliez faire. Voilà, le film que je voulais faire. Pendant la préparation, et François peut en témoigner, c'est le moment où pour moi je suis très ouvert à toutes les suggestions et à tous les compromis. C'est-à-dire que si le producteur me dit Christophe, cette scène est trop lourde ou trop chère, je la coupe, c'est pas de problème. Mais quand je démarre un film, il ne s'agit plus pour moi de faire un compromis sur un plan. Ou alors je ne le fais pas. Ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que si je sens que je ne peux pas faire un plan correctement, je ne le fais pas. Vous préférez ne pas le faire. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit être maximalisé, doit être nickel. Ça, c'est pour moi impératif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un tournage démarre, ma responsabilité est d'amener à bon port un film qui soit sur des standards techniques absolument nickel. Parce que je sais par ailleurs que le film se vend très bien à l'étranger et ainsi de suite. C'est-à-dire que Le Pacte des loups est un film qui a rapporté de 65 à 70% de son coût est déjà amorti par les ventes à l'étranger. Donc, je veux dire, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça. Les gens qui achètent un film comme celui-là, d'habitude, ils achètent plus facilement un film américain parce que précisément le standard technique est très élevé. Donc, moi, je me mets dans la tête qui est que ma responsabilité, ma seule responsabilité est de faire les choses bien. Sinon, je ne les fais pas. C'est pas grave. Et ça, vous en discutiez avec eux, je veux dire, pour les convaincre de trouver la... Il y avait les rushs aussi, qui étaient somptueux. Oui, c'est ce que j'ai... Et qui tombaient tous les 3-4 jours. Et qui requinquait l'équipe. Alors effectivement les dépassements, mais nous, on s'est rendu sur le tournage plusieurs fois, notamment dans les Pyrénées. Le matin il pleuvait, midi c'était du soleil, à 3h l'après-midi il grêlait, et ensuite le jour tombait aux alentours de 16-17 heures. Donc c'était des conditions de tournage vraiment, vraiment difficiles. Quand on parle aux producteurs aujourd'hui, que ce soit Richard Grandpierre ou Samuel Hadida ou les responsables du studio Canal, ils disent que c'est en voyant les rushs que ils ont rajouté l'argent nécessaire pour finir le film. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que je pense qu'ils se sont comportés comme des producteurs américains. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le standard technique monte, on va monter les prix du film, c'est-à-dire le prix qu'ils demandaient pour le film pour chaque territoire a augmenté avec les rushs. Donc c'est ça aussi, c'est l'enjeu, c'est-à-dire que on peut pas faire ce n'est pas une science exacte de faire un film et ensuite de le vendre. Je pense qu'il faut à un moment donné jouer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une âme de joueur. Et je pense que ce qui est formidable avec ce film, c'est que les gens de Canal ont assumé cette part de risque, cette part de hasard qui est fondamentalement liée à l'idée du jeu. Ils ont parié sur le film. Il se trouve qu'ils ont gagné. On sait aujourd'hui qu'ils ont gagné. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'en cela, ils ont fait un travail de producteur.
Ils ont pas essayé de faire rentrer le film dans une petite case. Ils se sont dit, tant qu'on aime les rushs, on va appuyer le film. Et c'est vrai que le film est monté à des hauteurs qu'ils n'attendaient pas du tout. C'est vrai que brusquement, il fallait que le film fasse 3 millions d'entrées minimum pour apporter de l'argent. Or, 3 millions d'entrées aujourd'hui dans le cinéma français sur un film de genre, ça n'existait pas. Donc, il se trouve qu'on va faire ces chiffres-là en 2 semaines. En 2 semaines, oui. Voilà, on va faire à peu près 3 millions 2, 3 millions 3 en 2 semaines d'entrées. Donc, tout ce qu'il y a maintenant au-dessus de ça, c'est que du bénéf. C'est que du gratin. Donc les mecs, maintenant, ils me regardent avec des grands sourires. Ils ont l'air d'être tous le fils d'eux-mêmes. Ils sont tous tout rajeunis et tout. Ils me demandent quand est-ce qu'on refait un film à 200 millions, etc. C'est-à-dire que tout va bien, quoi. Et c'est ça qui est. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont été extrêmement courageux. C'est vrai qu'ils ont été un peu débordés par le film, un peu dépassés. Et pour la petite histoire, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que ils me sont jamais rentrés dedans. Il faut le savoir, c'est que ils étaient inquiets, mais ils m'ont jamais embêté. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le début du tournage, je savais qu'ils voulaient tourner le film en 80 jours pour 140 millions de francs. Et je leur ai dit, c'est impossible. Avec mon premier assistant, quand on fait le plan de travail, on tombe sur 120 jours de tournage et on tombe sur 180 millions de francs. Et je leur ai proposé une coupe à l'intérieur du script très conséquente. Je leur ai proposé une coupe de 25 pages qu'ils ont refusé. Qui était quoi maintenant qu'on a vu le film ? Non, ça je dirais jamais. Pas le dire. Mais à partir du moment où ils ont refusé, ils ont pris leur risque. Et je sais que bien après la fin du tournage, quand j'ai finalement eu un repas un soir avec les financiers, ils se souvenaient tous que j'avais fait cette proposition. Et en fait, cette proposition a été comme une sorte de garantie pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, effectivement, le réalisateur nous a demandé d'enlever un certain nombre de pages et on a refusé. C'était presque le monde à l'envers, parce que généralement c'est les producteurs qui disent enlever ces pages, etc. Donc ils ont été obligés d'assumer le film jusqu'au bout, effectivement, sur ce mode-là. Et c'est vrai que le film a fini à 200 millions de francs et 134 jours de tournage. Donc on était, dans nos estimations avec mon premier assistant, beaucoup plus près que la donne initiale. On l'a vu et on vous a entendu ces derniers temps. On sait que vous êtes nourri d'une passion cinéphile quasi inextinguible. Est-ce que vous êtes posé le problème des références en disant je vais mettre des références dans mon film, mais si on les voit pas, c'est pas grave, mais moi ça me fera plaisir? Ou à quel moment vous êtes dit, par exemple, et justement on va le voir là dans un instant, à quel moment vous êtes dit la scène d'ouverture, je la vois bien comme la scène d'ouverture des Dents de la Mer? C'est-à-dire que pour moi, il y a deux formes de référence. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le clin d'œil, il y a la référence qu'on ne sent pas et qui vient inconsciemment. Qui est juste parce que vous êtes nourri d'elle. Oui, parce que simplement, moi, il y a des scènes de Crying Freeman, j'ai mis des mois à comprendre d'où venait un plan en particulier. Puis un jour, j'ai revu le film, je me suis dit, ah, ça vient de là, oh là 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 là. C'est-à-dire que le parcours que fait une référence n'est pas quelque chose toujours de très concret. C'est un truc, souvent, une sorte de pulsion étrange qu'on a au fond de sa tête. C'est un peu freudien, j'oserais dire. Et puis évidemment, il y a au-delà de la référence, après, il y a le pillage. C'est-à-dire le moment où on trouve dans des films des scènes qui sont les mêmes scènes qu'on a vues dans d'autres films, au plan près, dans l'ordre. Bon, ça, je pense que vous ne le trouverez pas dans mes films, mais c'est vrai que ça existe. Il existe des films que je connais bien où j'ai retrouvé une scène de Orphée de Cocteau au plan près, dans l'ordre, ou une scène de tel film où une scène du parrain. Hein, une scène du parrain, ça. Non, bon, je pense que c'est le Dracula de Coppola que je veux citer, dans lequel il y a une scène prise à l'intérieur de Orphée de Cocteau. Il y a un enchaîné de 8 plans qui sont strictement similaires, au plan près, dans l'ordre. Donc là, c'est carrément du pillage. Donc les références, c'est toujours très délicat parce qu'il y a, je dis bien, les clins d'œil. Par exemple, c'est vrai que la scène de départ, c'était un clin d'œil à la scène des Dents de la Mer. Voilà. On va voir la scène d'ouverture des Dents de la Mer.
Mais à quel moment vous vous êtes dit je vais la faire comme ça? Ah bah c'était dès le départ l'idée qu'effectivement on ne voit pas le monstre. Enfin c'était et puis c'est vrai qu'on s'amusait, on disait c'est les dents de la terre, etc. Il y avait ce côté-là. Et puis moi ce que j'aime bien dans la scène du film. Mais ça, ces décisions-là, vous les avez prises au moment de l'écriture du scénario ou au moment de tourner la scène? Alors ce qu'il y a, c'est que moi dans le scénario du départ, il n'y avait pas cette scène. Il y avait une fille se fait attaquer il y a une scène d'ouverture, mais une fille se fait attaquer. Et moi, c'est vrai que l'idée que j'avais dans la tête, c'était de faire une scène qui est un peu la couleur du film celle du film de Spielberg. C'est-à-dire une couleur en fait assez érotique en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une très jolie femme qui se fait attaquer et secouer littéralement par quelque chose d'extraordinairement puissant, quoi. Et c'est vrai que voilà quoi. Et le rocher remplace la surface de la mer, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène du film de Spielberg, elle vient d'un épisode d'une série qui s'appelle Outer Limits, au-delà du réel, que Spielberg a vu quand il était gosse, et qui raconte comment des cosmonautes qui atterrissent sur Mars se sont attrapés par des sortes de requins qui vivent dans le sable, sous la surface du sable, et qui donc attrapent les gens par les pieds et les tirent à travers le sable. Donc ce que je veux dire, c'est que lui a vu cet épisode, il devait avoir l'âge que j'avais quand moi j'ai vu Les Dents de la Mer. Ce qui est intéressant, c'est de travailler les variations, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée-là. C'est-à-dire que si évidemment j'avais foutu la fille dans l'eau et qu'il y avait la créature qui la traînait partout, c'est vrai que ça serait pas très marrant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le mouvement d'une image et qu'est-ce qu'on peut en faire si on le transpose ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Parce que le travail des cinéastes aujourd'hui, c'est tous les cinéastes aujourd'hui travaillent aussi sur leur mémoire, travaillent sur ce qu'ils ont non pas vu en tant que scène, mais c'est qu'ils ont ressenti devant telle ou telle scène. Moi, ce qui m'intéresse dans Les Dents de la Mer, dans la séquence des Dents de la Mer, c'est pas tant son organisation scénique que l'aspect érotique, je dis bien. Le fait qu'on voit le regard du monstre avec les jambes de la fille, etc. Cette fille qui s'apprête d'ailleurs à faire l'amour. D'ailleurs, on voit à un moment donné l'homme qui l'attend sur la plage. Donc, il y a une espèce de sanction presque sexuelle qui est vraiment ce monstre qui vient saisir sous la surface des choses cette fille et vient la traîner. C'est ça qui est intéressant. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur le sens et non pas sur l'image elle-même. Mais justement, pour arriver à travailler sur le sens, il faut la faire, cette image. Donc comment vous communiquez à votre équipe ce que vous allez faire là? Vous avez un storyboard très précis? Oui, là c'était storyboardé dans le cas présent et j'avais travaillé. Moi, je voulais une séquence qui s'ouvre sur une image purement française. Donc je me suis dit le pâturage vert, etc. On entend même des cloches de vaches au loin, etc. C'est-à-dire que c'est l'image la plus française, quoi. Genre Belle des Champs, quoi. Moi, ce qui me plaisait, c'est que ça se passe sur un pâturage, en plein jour. Il n'y a pas de brouillard. Il y a le ciel. C'est tout sauf anxiogène. C'est tout sauf claustrophobique. Généralement, les monstres attaquent dans des endroits claustrophobiques. Là, j'aime bien, c'est ouvert, etc. Et le monstre vient saisir cette fille. Et j'aimais bien l'idée que cette fille, c'était comme une espèce de marionnette, quoi. J'aimais bien l'idée. Pour obtenir ça, non seulement j'ai fait construire un immense cheval d'arçon mécanique sur lequel la fille était fixée, mais en plus j'ai utilisé une contorsionniste d'origine suédoise que j'avais repérée parce qu'elle faisait partie de la troupe des acrobates des Étoiles Noires dans Starmania. Et en fait, elle est contorsionniste, mais elle n'a pas l'apparence d'une contorsionniste. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à auditionner des contorsionnistes, j'ai vu des sylphides apparaître. Des filles comme ça. Et en fait, je me suis dit, on va tout de suite comprendre d'où vient le truc, pourquoi la fille bouge aussi facilement. Et quand j'ai vu apparaître cette fille qui ressemble à une vraie femme, je me suis dit, bah voilà, elle va faire le truc. Quand la monstre va la secouer, on va se dire, mais c'est quoi? Quelle est la puissance qui peut secouer cette fille? Parce que la puissance, le choc qu'elle a contre les rochers, elle s'est obtenue par la machine, mais c'est surtout obtenu par elle, par le fait elle a cette capacité de entre guillemets, d'avoir l'air désossé, quoi. Ça, c'est un truc incroyable chez elle. Et bon, bah ça, voilà comment une idée comme ça, on l'a construit, etc. Par exemple, cette scène, je l'ai tournée dans 4 lieux différents. Parce qu'il n'existait pas la topographie que vous avez vue dans la scène. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un rocher que j'ai transporté avec moi dans les endroits où il y avait, selon les axes de prise de vue, ce que je cherchais à obtenir topographiquement parlant. Je voulais que la fille court, dévale une pente, arrive contre un rocher, elle est à moitié groggy, elle fait le tour du rocher, il y a le vide, elle essaye de monter sur le rocher, le monstre l'attrape, la tape, etc. et c'est fini pour elle. Et cet endroit n'existe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré dans les Pyrénées plusieurs endroits
Et à ce moment-là, j'ai amené les éléments qui me manquaient, notamment le rocher. Mais par exemple, il y a une pente qu'elle dévale sur lequel il y a des rochers. Tous les rochers sont en caoutchouc, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai transporté avec moi des éléments qui me permettent de reconstituer, selon mes axes, une topographie imaginaire qui est celle dont j'avais besoin pour cette scène. Et cette scène qui dure 1 minute et demie a mis 11 jours à être tournée. Aujourd'hui, quand vous repensez au film, de quoi êtes-vous le plus fier ? Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez voulu essayer plein de choses. Et qu'est-ce qui, selon vous, marche le moins bien ou vous n'êtes pas arrivé à 100% de ce que vous espériez ? Je pense que objectivement, il va me falloir quand même plusieurs mois pour décanter le film. Oui, c'est difficile pour moi de faire mon auto-analyse juste... parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fini le film le 9 janvier. Donc la veille de la présentation. Veille du jour de la présentation. Donc il y a exactement un mois. Il y a exactement un mois que j'ai fini ce film. Il y a encore un mois, j'étais au laboratoire en train de faire l'étalonnage. Donc c'est difficile pour moi de décanter encore le film. Mais ce que je peux dire dès maintenant, c'est que les choses dont je suis le plus fier... par exemple, il y a une scène que j'adore profondément, c'est la scène du bordel. Pourquoi vous aimez celle-là précisément ? Moi, j'adore la théorie selon laquelle le cinéma est fait par des réalisateurs pour filmer des femmes. Ouais. Et j'adore l'idée de femmes qui regardent la caméra. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je sais pas, on prête à Godard, je sais pas si c'est Godard ou Truffaut, on leur prête la phrase le cinéma est fait pour filmer de jolies choses avec de jolies femmes. Je sais pas si. Non, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très particulier. Le rapport entre la caméra, l'œil de la caméra et la femme est quelque chose qui moi me plaît, me trouble même en tant que réalisateur. Donc c'est vrai que j'aime ça. J'ai toujours aimé dans mes films des plans de femmes. C'est vrai que dans Crying Freeman, mon personnage favori, c'est le personnage de la japonaise, qui est la vilaine du film, que j'adore, et dont le personnage d'ailleurs de Monica est une extension directe, avouée totalement. C'est vrai que spontanément, les gens pourraient croire que c'est les scènes d'action, les choses comme ça qui me plaisent le plus. En fait, moi, les scènes d'action, quand j'en tourne une, c'est le moment où je me repose sur le plateau. C'est-à-dire, c'est mon moment de repos. Alors que quand je dois filmer un plan sur une femme, il y a une vraie intensité, c'est-à-dire que je suis vraiment à ce moment-là très focus sur ce que je fais, très précis, parce que c'est beaucoup plus impliquant en fait, humainement parlant. Maintenant, ce que je regrette dans le film, c'est que le film n'ait pas travaillé plus certaines articulations. C'est vrai que pendant le tournage, on essayait d'organiser des tournages de plans, par exemple, de mise en place, de présentation, de paysages, etc., qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire pour des tas de raisons. Et c'est vrai que ça manque un peu dans le film. Je trouve par moments le film, je veux dire, assez sec en termes de transition. Et je ferai très attention la prochaine fois. Mais ça, c'est quelque chose que je savais dès le tournage, comme je savais que finalement ces plans ne seraient pas faits ou n'étaient pas tellement pris en considération comme il aurait fallu le faire. Je savais que ce défaut allait être présent à la fin dans le film. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'accueil des critiques après la sortie du film ? Puisque là, on a survolé un peu toutes les étapes. Une fois que le film sort, il y a eu des bonnes critiques, il y en a eu des moins bonnes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a surpris ou étonné ou touché ? Ce qui m'a surtout intéressé, c'est... moi, j'ai été critique de cinéma, donc pour moi, il est très important que les critiques fassent leur travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je me vois mal, moi, en tant qu'ancien critique, dire « Ah ouais, les critiques, ils nous emmerdent, et ils nous laissent pas faire les choses, etc. etc. » C'est-à-dire que moi, j'aime la critique au sens où elle est un argument fort adressé à un réalisateur. Or, moi, j'aime l'argumentation. C'est-à-dire, j'aime le débat, ça me plaît. En cela, c'est très français. Je veux dire, l'esprit de contradiction, c'est très français, c'est bien, etc. Et il faut le... Alors, c'est vrai que j'ai vu des réalisateurs vivre de très mauvais moments dans leur rapport avec la critique. Connaissant un peu Mathieu Kassovitz, Mathieu a un très mauvais rapport avec la critique. Et c'est très dangereux, parce que si vous commencez à vous couper du rapport à la critique, vous n'avez plus qu'un rapport à ce moment-là, après, à une autre forme qui est le succès. C'est-à-dire que souvent, le rapport à la critique permet de continuer à pouvoir regarder votre travail avec relativement d'objectivité. Mais si vous décidez que la critique est entièrement composée de nullards, incapables, de frustrés, comme souvent on dit, parce que ça, c'est les bons vieux trucs. Ah oui, les critiques, c'est des frustrés, c'est des mecs qui font pas du cinéma, etc. etc. Nous, moi, je veux en tout cas la preuve qu'on peut faire de la critique et ne pas être frustré ensuite. Hein. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on se coupe de ce débat, qui parfois effectivement est agaçant et parfois aussi même injuste. Ouais. On n'a plus qu'une idée en tête, c'est faire du pognon. C'est dire, à ce moment-là, je me fous de savoir ce que les mecs vont penser de moi. Tout ce qui m'importe, c'est que je fasse un certain nombre de spectateurs par semaine quand je fais mon film. Ça, c'est dangereux. Je pense que la qualité d'un film ne se lie pas à son succès public.
Par exemple, il y a des trucs qui sont marrants, c'est que souvent dans les critiques, par exemple, il y a une sorte de résistance très cartésienne, qui est aussi très française, donc il faut bien le prendre. Je veux dire, les paysans ne se sont jamais battus comme ça dans le Gévaudan en 1764. Bien sûr. On n'a jamais prétendu qu'ils se battaient comme ça. C'est-à-dire, c'est là où ça devient marrant. C'est-à-dire que, mais comme je dis bien, Fanfan la Tulipe, Gérard Philippe saute d'un rempart, rebondit sur une charrette, fait un trip saut périlleux et atterrit devant les mecs. Je doute qu'ils se battaient aussi comme ça à l'époque. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que la licence, le droit à l'imaginaire et le droit de s'amuser avec, par exemple, l'histoire. Moi, je pense que mon film, c'est très clairement donné dès le départ, s'amuse avec l'histoire. C'est-à-dire que je prends un fait qui s'est déroulé, en partie mythologique, et je m'amuse avec, etc., etc. Bon. Ce qui est important, c'est le sens qu'a l'histoire. Est-ce que, effectivement, la conflagration entre différents éléments, souvent très hétérogènes, est-ce que cette conflagration ne va pas briser le sens de l'histoire? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Souvent, les gens, ils sont là, ils disent alors, le personnage de l'Indien est peut-être un peu anachronique. Bon, je dirais qu'à ce moment-là, je rigole un peu parce que je me dis, bon, ça veut dire qu'il y a une sorte de résistance très cartésienne, très française, qui est alors, on n'aurait pas le droit de s'amuser avec notre histoire. Mais je pense que c'est une qualité. Curieusement, par exemple, les gens qui ont été les plus sympathiques avec le film, par exemple, c'est les profs. J'ai reçu énormément de témoignages d'affection de profs. Pourquoi? D'abord parce que je pense que le film défend une idée très laïque. Et secondo, parce que je pense que dans l'esprit des profs, on a le droit de s'amuser avec l'histoire. Oui, puis ça donne envie d'aller plus loin, d'en savoir plus et de s'apercevoir que c'était pas comme ça. Exactement. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un problème. Donc en cela, quand je lis une critique et que comme reproche, on me dit précisément quelque chose que j'ai voulu, bah, je dis bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai voulu. C'est à moi maintenant d'en supporter les conséquences. C'est-à-dire, j'ai voulu que ce film soit comme ça. À partir du moment où on me dit ah non, moi je n'accepte pas ça, je dis bon, bah tant pis. L'important, c'est qu'il y ait un certain nombre de gens qui l'acceptent. À partir du moment où le débat reste digne, et où les gens font valoir leur propre sensibilité, leur propre tempérament par rapport au film, à partir du moment donc où la communication s'établit entre ce que j'ai fait et le public, dans lequel je comprends les critiques, à ce moment-là, pour moi, tout va bien. Là où les choses, évidemment, deviennent nauséeuses, c'est quand il y a, par exemple, telle critique, pour attaquer mon film, donne la fin, par exemple. C'est-à-dire dire, ce film est nul, et d'ailleurs, je vais vous raconter la fin. C'est arrivé, ça. Oui, c'est le Figaro. Donc ça, c'est naze. C'est-à-dire ça, c'est naze. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi, quand j'étais critique et que je lisais une critique où je lisais la fin d'un film que par ailleurs j'aime, et je voyais le mec dire, alors, vous savez quoi, le film est nul, alors vous savez quoi, c'est le curé qui a fait le coup. Tu dis, ce mec est un connard. et j'ose le dire, ce type est un connard. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, c'est plus il n'y a plus de débat critique. C'est-à-dire que ça devient juste un espèce de jeu de con. De jeu vain. Ouais. Bah, merci beaucoup. Juste une toute dernière question. Quel est le prochain film que vous allez voir ce soir ou demain matin? Est-ce que vous le savez déjà? Non, je sais pas. J'ai une pile de DVD qui m'attend à la maison. Et généralement, je prends comme ça, je ferme les yeux, je pique dedans, etc. Non, c'est vrai que généralement, mon rythme, c'est 3 films par jour. Mais c'est vrai que pendant le tournage, des fois, j'ai un peu ralenti. Ça m'empêche pas de continuer à acheter plein de DVD, etc. Et là, j'en ai des piles qui s'étalent partout. Alors, je pioche dedans, etc. Mais j'aime bien, j'aime bien me laisser porter par le film. C'est-à-dire qu'un film, c'est une proposition inattendue. Un film, ça doit pas être quelque chose nécessairement qu'on attend à un moment pile. Parce qu'on a à ce moment-là toutes les chances d'être déçu. Tiens, je veux voir un bon film d'action. Poum. Oh non, c'est pas terrible. Par contre, ah bien, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est intéressant. Pour moi, le cinéma, c'est l'inattendu. Joli mot de la fin. Christophe Gans, merci beaucoup. François Cognard, merci. Merci à vous.